Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, partout où vous êtes, vous nous captez, c'est votre chaîne YouTube. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans cette partie, nous revenons sur l'histoire de la fille. Une fille qui a été amenée de Goma jusqu'au Koweït. Pourtant, ceux-là qui l'ont recrutée l'avaient promis de l'amener au niveau de Dubaï pour un travail. Malheureusement, elle s'est retrouvée au Koweït. Et pourtant, c'était contraire à ce qu'elle s'attendait. Elle s'est retrouvée être utilisée comme esclave, c'est là ce propre terme. Vous l'avez écouté. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous revenons sur sa vie au Koweït, comment elle a vécu au Koweït et jusqu'à ce retour. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas à vous abonner et aussi à partager au maximum cette vidéo, peut-être pour décourager ceux-là qui sont impliqués dans ce genre de travail. Et également pour un peu conscientiser vos amis et Question qu'on peut peut-être vouloir poser, c'est de savoir comment était géré cet argent-là, l'argent-là que vous perceviez. Moi d'abord, personnellement, je n'ai rien perçu. Je n'ai rien perçu comme argent parce que j'avais d'abord refusé ce travail-là. Je m'y étais opposée. Je leur avais demandé de me ramener chez moi parce que je ne peux jamais devenir housemaid. Non, je ne pouvais pas. Alors, la dame m'avait dit que non, ici, on ne s'oppose pas. Parce que quand tu es entré ici, il y a un contrat que vous signez à partir de votre pays. Vous prenez un engagement que non. Tout ce qui peut vous arriver, c'est à votre responsabilité. Donc, vous partez quoi? Vous partez juste pour voir. Bon, si ça réussit, ça réussit. Si ça échoue, ça échoue. Moi, je leur ai dit que non, je n'ai signé aucun contrat. Au contraire, j'ai plutôt envoyé une demande de travail à une certaine entreprise qui s'appelle Ricadi. La dame m'a dit que non, c'était faux. La personne qui vous a recruté ne vous aime pas. Parce que la personne vous a vendu. On lui envoie l'argent pour chercher des gens au niveau de là qu'il va transférer ici pour que nous puissions les utiliser comme des esclaves. Mais moi, je leur avais dit que non. Alors moi, donc vous êtes mal barré parce que je dois rentrer, je ne peux pas faire ça. Et puis la dame m'a dit que non, pour que tu rentres, il faut que ton pays, c'est ton pays qui te réclame. Malheureusement, vous n'avez même pas d'ambassade ici, donc il n'y a pas moyen que tu te réfugies à votre ambassade. Il faut maintenant que ton pays fasse une demande d'exil et que c'est ton pays qui te fasse rentrer. Et c'est là après un procès. Bon, je leur dis ah bon, parce que non, tu dois faire face à la justice ici. C'est comme si tu n'honores pas le contrat que tu as signé. Je leur dis que non, je n'avais jamais signé de contrat. Alors, je m'étais opposée, j'ai fait 6 jours d'abord. Et dans les 6 jours, j'ai essayé un peu de travail, ça n'a pas tenu. J'étais tombée malade. Bon, ils m'ont amenée dans un centre de santé, on m'a fait des piqûres, je ne sais même pas si c'est quelle sorte de piqûres. Après, on est allé me vacciner, je fais des contrôles physiques, je fais la radio, je fais l'échographie. Donc, après ça, on nous a injecté des trucs qui sont des vaccins, je ne sais même pas si ce sont des vaccins contre quoi. Et puis après, on nous a donné des certificats de vaccination. Alors, on est rentré. Moi, je ne faisais que m'opposer. Alors, la dame a dit que non, bon, moi, j'ai payé mon argent pour que tu viennes. Comme toi, tu refuses de travailler. Je te ramène à l'agence. Et là, on va soit me rembourser l'argent, soit tu vas me chercher un autre esclave que je vais prendre. Je lui ai dit non, pour moi, c'est une bonne option. Ramène-moi à l'agence, comme ça, je vais faire face à ces gens-là parce que ce sont eux qui se sont présentés comme mes premiers responsables. Alors la dame m'a ramenée à l'agence, mais en cours de route, elle m'a dit que non, ça c'est Koweït. Si tu continues comme ça à t'opposer, à faire la résistance, on risque même de te tuer et de te jeter ça dans l'océan. Je m'étais dit, bon, qu'on me tue, parce que là, je vais mourir un peu parce que je saurais que j'étais morte. Donc pour une raison valable. Elle m'a dit, ah d'accord, je te ramène à l'agence. Mais là, à l'agence, on va te maltraiter. Je dis, d'accord. Si c'était ça, la seule solution, je suis prête à tout. Je n'ai pas peur de la maltraitance. Alors, on est parti avec la dame à l'agence. En arrivant là-bas, il m'a déposé là-bas. Il a réclamé son argent. Alors, les gens de l'agence étaient vraiment furieux. Le jour-là, on y a trouvé 3 personnes, un homme et 2 femmes. Entre les 2 femmes, il y avait celle qui était venue nous prendre à l'aéroport. Elles ont tourné sur moi, ils m'ont dit que non. Et là-bas, ils n'ont pas besoin de personnes, des bébés, quoi. Je dois grandir, je sais ce que je suis venue faire là-bas. Je dois honorer ma part des contrats. Je dis, moi, je n'ai jamais eu de contrat avec vous. Et celui qui a signé ce contrat, qu'il vienne assumer à ma place, parce que moi, je n'ai jamais signé de contrat. Montrez-moi d'abord le contrat dont vous parlez. Alors, ils m'ont fait sortir tout un dossier.
Donc, le mec qui nous a recrutés avait fait des dossiers à notre identité. Alors, quand on a postulé, on a envoyé des copies de passeport, les copies de la carte d'électeur, ce qu'il a utilisé pour constituer un dossier. Curieusement, dans mon dossier, il y avait les police clearance, c'est quoi bonne vie et mœurs. Parce qu'on a même cherché tout ça. Bonne vie et mœurs, attestation de naissance, aptitude physique, tout ça. On avait mis ça dans le dossier. Alors, curieusement, j'ai découvert bonne vie et mœurs. Là, on appelle ça police clearance. Là où on écrit que non, moi, je suis mère de 2 enfants et mon niveau scolaire, c'est de 2e primaire. Ah! Et puis en plus, le contrat a été signé à mon nom. Malheureusement, il n'avait que mon post-nom et mon prénom. En plus, la signature n'était pas la mienne. Je leur avais dit que non, je n'assume rien parce que d'abord, ce n'est pas mon identité. La date de naissance qui est remplie sur ce contrat n'est pas la mienne. En plus, la signature n'est pas la mienne. Si vous voulez comparer ma signature, prenez celle qui est dans mon passeport. Là, je n'assume rien du tout. Alors, ils étaient vraiment étonnés de voir comment est-ce qu'une petite fille peut vraiment s'opposer à eux. Parce qu'ils savaient que non, c'est ce qu'ils me disaient, nous sommes des pauvres en Afrique, nous avons des guerres, des famines, alors partir là-bas c'est juste pour aller aider la famille. Moi je leur avais dit que je ne viens pas d'une famille pauvre pour que je vienne devenir dame ou housemaid ou soit esclave dans un pays étranger où je n'ai droit à rien, ni à la communication, ni à la liberté. Du matin au soir tu es enfermé dans la maison. Alors, ils m'ont dit que non, ok, comme tu veux rentrer, on appelle ta famille, donne le numéro de ta famille. Demain, ils envoient $20,000 pour que tu rentres. Je leur avais dit même 100 000, même 500 000, même $1 million. Je vais rentrer. La famille n'a pas tout cet argent, mais tout ce que vous allez demander, on va vous donner. Mais moi, je ne resterai pas si je dois rentrer chez moi. Alors, ils ont essayé de me calmer. Non, il fait déjà nuit, alors demain, tu passes la nuit ici, demain, on va appeler ta famille. Ok, d'accord. Alors, on a remis l'argent à la dame qui était venue avec moi. Bon, j'ai passé la nuit là-bas, encore dans l'agence, dans la même chambre, dans la même petite chambre. Alors, le lendemain matin, on m'appelle. Et quand on m'appelle au bureau, il y avait beaucoup de gens, plus de 10 personnes là. Alors, ils ont commencé à m'interroger. Comment est-ce que j'étais venue, quelle est l'histoire. Alors, j'ai raconté l'histoire avec les petits anglais que je connais là. Et puis, ils m'ont demandé le numéro de la famille. J'ai donné le numéro de la famille. Et ici aussi, la famille était inquiète parce que comment est-ce que quelqu'un qui a voyagé ne nous a même pas dit que non, ils sont bien arrivés, où est-ce qu'ils sont. Et même, oui, plus de 6 jours. Et même la famille qui était à Dubaï, qui était alertée de mon arrivée, et aussi on dit que non, nous sommes ici à l'aéroport, nous n'avons vu personne. Nous sommes là, on a attendu l'enfant jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a jamais vu. Le numéro ne passe pas. Ils essayaient un peu de joindre la dame qui était venue nous prendre à l'aéroport. Elle ne décrochait pas. Ils lui ont laissé des messages sur WhatsApp, elle ne décrochait pas. Maintenant, à partir d'ici, la famille commençait à poursuivre la personne qui nous avait recrutés. Alors moi, là, je leur avais dit non, de me donner le téléphone pour que je parle à ma famille. Alors, ils ont appelé la maman, j'ai causé avec maman. Malheureusement, c'était en pleurant. J'ai essayé un peu de lui expliquer en bref ce qui s'était passé. Alors, je leur avais dit que non, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas où je suis, mais je sais seulement que je suis au Koweït, mais je n'ai aucun téléphone, je n'ai même pas de moyens de communication, je n'ai ni passeport, ni rien, ni habit sur moi. En plus, on nous donnait des tenues là, donc la tenue des esclaves, même si tu fouillais, on va toujours te reconnaître à partir de cette tenue-là. Alors, j'étais en tenue, C'était à quelle couleur? Bon, la mienne était en bleu-blanc. C'était... Ok. La mienne était en bleu-blanc, il y a ceux qui étaient en kaki, il y a ceux qui étaient en mauve, en rouge, mais c'est la même couture, la même forme, le même modèle de tenue. Donc c'était un peu ça, j'ai causé avec la famille. Alors, et puis la dame là a dit à la famille que non, elle leur donne 2 jours pour envoyer $20,000 pour que je puisse rentrer. Après les 2 jours, que non, son numéro ne sera plus accessible. Bon, j'ai dit ça va, c'est bon. Même si vous me menacez, je suis quand même habituée aux menaces. Je suis restée là. 2 jours après, chaque jour, je leur demandé que non, est-ce que ma famille ne nous a pas recontactés? Oh, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a appelé. Pendant que je savais que non, la famille devrait rappeler. Alors, chaque fois, je leur ai demandé, ils me disaient que non, personne n'a appelé. Je leur ai dit non, la famille a l'argent. Je vais parler à la famille. En plus, ils n'envoieront pas l'argent sans mon mot de passe. Il faut que moi, je leur permette d'envoyer l'argent si vous avez besoin de votre argent. Bon. Après ça, je passais 3 jours là-bas, sans manger, sans boire. Maintenant, le 3e jour, vous étiez au bureau. au bureau. Le 3e jour, la dame est venue et m'a donné un peu d'eau, un peu de pain.
Et puis, elle m'a dit que non, oh, que je puisse aller travailler. Elle a commencé à me conscientiser, quoi, que non, elle va me chercher maintenant un bon travail. Et là, j'aurai droit au téléphone, je vais commencer à communiquer. Et puis, je vais commencer à sortir dehors, tout ça, tout ça. Et puis, je vais travailler. Après 6 mois, je vais revenir pour être sa colocatrice. Ensemble, on va rester là-bas, tout ça, tout ça. Bon. En fait, j'avais accepté parce que je savais que là où je vais, peut-être comme ça sera dans une maison, je pourrais avoir la possibilité de voler un téléphone pour parler à la famille. C'était ça la motivation. J'ai accepté et puis elle m'a encore revendu à une deuxième personne. Et c'est aussi très loin, je ne connais même pas, je pense que c'est Salimia, Salimia Street, donc la ville là s'appelait Salimia, quoi. Alors, je suis allée là-bas avec la dame qui était venue pour la deuxième fois. Je suis partie là-bas. C'était dans une maison à 3 étages où je devrais nettoyer toute la maison 2 fois par jour, le matin, le soir. Je devrais laver la vaisselle, lessiver, repasser, cuisiner. C'était pas facile. C'était pas vraiment facile. Alors, quelquefois, on devrait les faire pour voir si on peut trouver quelque chose à manger et essayer un peu de tenir pour la survie, quoi. Alors, j'ai fait là-bas 11 jours. Heureusement, je pouvais facilement voler le téléphone. Il y avait un petit garçon âgé de 13 ans. Je me suis confiée à lui. Et des fois, la nuit, avant que je n'aille dormir, il me faisait son téléphone pour que je cause avec la famille sur WhatsApp. Et là, maintenant, je leur donnais la position. Je leur donnais même le numéro de la maison là où j'étais. Alors là, facilement, on pouvait causer chaque soir avec la famille et aussi me partager donc l'évolution de leur démarche, me disaient toujours de tenir bon et aussi à leur niveau, ils sont en train de faire des recherches. Alors, ils ont posé plainte contre le messier de Nairobi, ils ont posé plainte contre le messier d'ici et ils ont commencé à comparaître. Ils ont même lancé des avis de recherche au niveau de la police d'Interpol, au niveau de la Lucha, au niveau des droits de l'homme. Au niveau de la police ici, même au niveau du ministère des Affaires étrangères, la famille a fait des alertes. Alors, et à leur niveau, ils étaient en train de faire des démarches. Moi aussi, là-bas, je me battais toujours pour que je rentre, quoi. Je refusais vraiment de devenir esclave. Alors, à 11 jours après, on m'appelle que non. En fait, maintenant, est-ce que je me suis décidée, ça j'ai changé d'avis, est-ce que je me suis décidée de rester là-bas pour qu'on me fasse des documents? Qui vous ont rendu. Oui. Est-ce que je me suis décidée de rester là-bas pour qu'on me fasse maintenant des documents, une carte de résidence? Je leur avais dit que jamais je resterai ici. Je dois toujours rentrer. Oh, jusqu'à aujourd'hui, ta famille n'a pas encore envoyé l'argent. Ici, on ne fait pas de bénévolat. Ce n'est pas chez Saint-Nicolas. Donc, si on n'envoie pas l'argent, madame, tu ne rentres pas. En plus, on doit poser plainte contre toi à la police. Je leur avais dit, faites tout ce que vous voulez, poser plainte, je vais aller comparaître. Parce que vous n'avez rien contre moi. D'ailleurs, votre contrat là, c'est une falsification, c'est un faux document. Alors, vous avez d'abord honte de vous-même à présenter des faux documents parce que je vais tout nier. Ma signature, elle est contraire, mon identité, elle est contraire, vous n'avez aucune empreinte de moi. Alors, comme ils voyaient que j'étais un peu résistante, j'avais même des arguments, alors, quelque part, ils se retenaient, ils avaient un peu peur de moi, quoi. Alors, quand j'avais refusé qu'ils me fassent la carte de résidence, alors, la personne qui m'avait acheté avait dit que non, je ne resterai pas avec un esclave, ça, la carte de résidence. En plus, elle n'a même pas envie de rester ici. Sa façon de se comporter, vraiment, on ne saura pas rester avec elle. Et vous disiez que vous étiez esclave. Oui, on le dit ouvertement que vous êtes kadama. Et on vous dit que non, au Koweït, il n'y a pas les droits d'esclave. Donc, quand vous êtes esclave, vous n'avez pas droit à la parole, à l'identité. Donc, la seule chose qu'on vous donne, c'est juste le parrainage. Il y a quelqu'un qui vous parraine. Donc, tout le temps que vous allez passer là-bas, vous serez sous le parrainage de quelqu'un, d'un Koweïtien de là. Alors, quand la dame avait refusé? Quand la dame avait refusé, bon, elle m'a ramené encore à l'agence. Et là, maintenant, c'était de la pagaille à l'agence. On m'a qualifié de tous les mots. Méchante fille, mauvaise fille, indisciplinée, quoi et quoi. Donc, bad girl. Je m'étais dit, bon, qualifiez-moi tout ce que vous voulez, mais moi, je vais rentrer. On a un cousin qui reste en Belgique, qui était parvenu à avoir le contact du numéro 1 de l'agence, c'est un Koweïtien. Et il a essayé un peu de parler avec ses Koweïtiens, il a essayé un peu de menacer là-bas. Alors, à un certain moment, il voulait à ce que je coopère, ce que j'avais refusé. Et puis, quand on m'a ramené à l'agence pour la deuxième fois,
on a appelé la famille, notamment les cousins qui sont à Belgique. On lui a donné juste 24 heures pour qu'il envoie l'argent. Comme ça, même, on va m'expédier en Belgique. Lui aussi, il avait dit que non, je ne vous envoie rien, mais de vous-même, vous allez ramener notre enfant parce que vous l'avez trompé. Et donc, vous l'avez kidnappé, quoi. Alors, on vous accuse du kidnapping et du trafic des êtres humains. Alors, les gens de l'agence, ils étaient vraiment furieux. Ils sont allés me déposer dans un chantier. Et quand je suis arrivée là, j'ai trouvé encore d'autres filles. On était à 11. Alors, mes amis là-bas, on était à 11. Il y avait celle de Bénin, de Guinée. Il y avait vraiment toutes les langues confondues là. Il y avait même Méline qui était enceinte. Il y a une autre qui avait une fracture au niveau du tibia. Apparemment, on voulait la tuer, c'est ce qu'il nous avait raconté. Alors, il a sauté du deuxième étage. C'est un peu d'imaginer. Alors, elle était là sans médicaments, sans traitement. Elle ne faisait que pleurer sur elle-même. Alors, les filles là m'ont expliqué quoi que non. Toi aussi, comme on t'amène ici, c'est l'exil des filles difficiles. Donc, on va nous abandonner ici jusqu'à ce que nous allons les négocier. J'ai dit, moi, même si c'est mourir, je vais mourir. Je ne négocierai jamais. Je ne vais même pas coopérer. Ils doivent me ramener à la maison. Alors, je suis restée dans ces chantiers-là pendant, je pense, 11 jours. Non, pendant 14 jours. 14 jours. Alors, on nous a amené des haricots là, pour qu'on puisse manger des haricots et un peu de pain. Alors, imaginez-vous, 11 personnes, on vous amène un petit plat d'haricots. Qui va manger, qui ne va pas manger? Donc, on mangeait comme, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, c'était pas facile. Alors, on ne prenait pas bain, on n'avait rien, on n'avait même pas d'habits pour s'échanger. Donc, tout ce qu'on avait sur les corps, tout ce qu'on portait, c'était tout ce qu'on avait. Alors, heureusement, quand j'étais dans la deuxième famille, là, quand j'ai communiqué encore avec la famille, on m'a donné un contact, un numéro d'une connaissance qui restait au Koweït, d'une Congolaise. Alors, on m'a dit que non, si tu trouves une possibilité, tu peux appeler ce numéro. La personne, elle est déjà alertée. Elle te dira où est-ce que tu pourrais la retrouver si tu t'enfuis. Ah, j'ai dit, OK. Alors, j'ai noté le numéro là, je l'ai caché dans mes mèches. Donc, je me promenais avec. Alors, j'étais restée là. Et puis, un jour, je me suis dit non. Mais comme ça, c'est un chantier. Il n'y a même pas de caméras de surveillance. Même s'il y a un gardien, je peux duper les gardiens et voir comment m'enfuir. Bon, je commençais à monter un plan. J'essayais un peu d'expliquer à mes amis là-bas. Bon, il y a celles qui adhéraient et d'autres qui avaient peur. Je leur avais dit, bon, même si vous n'adhérez pas à mon idée, seul, je peux les faire et je vais m'enfuir. Oh, comment t'enfuir? Tu vas partir où? Il n'y a même pas d'ambassade ici. J'ai dit, non, je vais m'enfuir. Si c'est mourir, si la police va m'enfermer, bon, mieux vaut que la police m'emprisonne parce que là-bas, ils vont chercher mon identité. Ils vont essayer un peu de contacter mon pays. Le pays va dédommager l'agence si possible. Et s'ils contactent mon pays, donc la famille aussi sera contactée. Alors, après 14 jours, c'était un certain samedi, vers 10 heures. Bon, j'ai pris le courage. Je suis allée parler au gardien. Je lui ai dit que non, bon, je suis dans ma période féminine, et puis j'ai besoin de linge, quoi. Alors, il m'a dit, bon, est-ce que tu as l'argent? J'ai dit non, je n'ai pas l'argent, mais je peux en avoir dans mon sac. Il m'a dit non, ton sac n'est pas ici, ton sac est à l'agence. Bon, je peux voir si je peux envoyer quelqu'un pour aller te chercher ton sac. OK. Et puis, à un moment, il est venu m'appeler, il m'a dit que non, ton sac est déjà là, tu peux aller dehors, voir si tu peux chercher tes linges. OK. Alors, je suis allée dehors, j'ai essayé un peu de fouiller dans ma valise. Après, je l'ai distrait. Il m'a dit non, il faut bien fermer la porte à clé. J'ai dit d'accord, je vais fermer la porte à clé. Alors, je fais comme si j'ai fermé la porte, mais je ne l'avais pas fait. Je l'ai fermée et puis je l'ai réouverte pour qu'il croie que non, je fermais à des reprises. Alors, je savais que la porte était déjà ouverte. Donc, je manœuvrais jusqu'à ce que je m'étais enfouie. Donc, je surveillais vraiment les gardiens. Un moment, il est parti aux toilettes et moi, j'ai quitté lentement l'immeuble. Je n'ai même pas pris l'ascenseur à ce niveau-là. J'ai pris les escaliers pour qu'il n'écoute pas le son de l'ascenseur. J'avais pris l'escalier jusqu'au 8e niveau et c'est là que j'avais pris l'ascenseur jusqu'en bas. En arrivant en bas, je pris un taxi. Je n'avais rien avec moi. Je n'avais rien sur moi, j'ai pris les taxis. J'ai dit au taximène que non, je me suis perdue, mais j'ai quand même les coordonnées de mon responsable. Alors, je lui ai donné le numéro de la dame, donc les numéros de contacts que la famille m'avait partagés. Alors, les chauffeurs, il a essayé un peu de joindre la dame, ça n'est passé pas.
Bon, je lui ai dit, ok, comme ça, son numéro ne passe pas, dépose-moi seulement à l'ambassade d'un pays africain, même de l'Afrique du Sud, soit du Bénin, soit du Cameroun, ou soit même de la Côte d'Ivoire, dans n'importe quelle ambassade africaine. Alors, le chauffeur, il est allé me déposer au niveau de l'ambassade de l'Afrique du Sud. Alors, il m'a demandé l'argent, je lui ai dit, je n'ai rien sur moi. Il a tonné, il s'est fâché, il a dit que non, il va me déposer à la police. Je lui ai dit, fais ce que tu veux, mais je n'ai pas d'argent. Tu m'as juste aidé. Bon, après, il est reparti. Malheureusement, l'ambassade de l'Afrique du Sud était fermée parce que là, vendredi et samedi, les bureaux sont fermés parce que c'est un pays musulman. Ils prennent des repos pour vendredi et samedi. Donc, ils reprennent le travail le dimanche. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Alors, j'étais là toute seule, je ne savais pas quoi faire, où aller. Et je me cachais pour que la police ne m'enferme pas. Et puis, l'idée était venue de chercher un autre taximan. J'ai appelé les premiers, je lui ai expliqué que non, je ne sais pas l'adresse d'où je vais, mais j'ai quand même les numéros de contact de la maison. Est-ce que tu as ton identité? J'ai dit, je n'ai aucun document sur moi. Le premier taximan a refusé, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième était un Indien. J'ai essayé un peu de lui expliquer ma situation. Il a compris. Okay. Il m'a dit, d'accord, donne le numéro. Je lui ai donné le numéro. Il a appelé la dame. Heureusement, la dame a décroché. Et puis, le taximan lui a dit que non, je suis ici avec ta soeur. C'est elle qui veut te parler. Alors, je me suis présentée en anglais. Quand elle a entendu mon nom directement, elle s'est exclamée en swahili. Donc, Mutoto et tout. Et puis, j'ai dit, je ne sais pas où je suis. Ok, remets le portable au taximan. Elle a donné l'adresse au taximan. Alors le taximan m'a caché dans le coffre parce que je n'avais pas d'identité, pour qu'il ne soit pas enfermé, qu'il ne soit pas accusé que non, c'est celui qui fait fuir des esclaves là-bas. Alors je suis entrée dans le coffre, on est parti jusqu'à l'adresse qu'a indiqué la dame. En arrivant là-bas, il a appelé la dame est venue me récupérer directement dans la maison. Et puis elle-même, elle a payé les taximans. Et de là, elle a appelé maintenant la famille. J'ai causé avec la famille sur appel vidéo. C'est tout le monde qui était content. Au moins là, j'étais cachée chez quelqu'un de confiance. C'est comme ça comme je m'étais enfouie. Et maintenant, à partir de là, la famille a manœuvré jusqu'à ce qu'il y ait une organisation des droits de l'homme qui était intervenue. Dans plusieurs organisations d'ailleurs. Et c'est à partir de là qu'ils ont engagé un maître avocat, un Corétien. Et c'était 2 mois et 17 jours. J'ai fait là-bas 2 mois et 17 jours. Donc la dame qui m'a accueilli chez elle, j'ai fait avec elle 1 semaine. Donc le temps que le processus s'arrange, quoi. Alors ils ont engagé un maître avocat au niveau de là. Et le maître avocat maintenant, il est allé chercher l'agence, il a retrouvé l'agence, il a réclamé mon identité, mon passeport, tout. Et comme c'était déjà un procès, alors l'agence a réclamé à ce qu'on lui rembourse l'argent qu'elle a dépensé pour me faire venir au Koweït. Alors, il me demandait $20,000. Curieusement, on a remis 2 000. On a payé $2 000. Et après ça, le maître avocat a récupéré mon identité, il a récupéré mon téléphone. Donc, j'ai déclaré mon téléphone, mon ordinateur, ma valise et tout ce que j'avais. Le maître avocat a retiré et il est même parti payer mon billet. Après ça, je me suis entretenue avec une reine de là, Queen Viviane. Elle est consultante au Human Rights Watch au niveau de là, parce qu'elle était déjà aussi alertée. Alors, ils m'ont demandé si je vais bien. Elle aussi, elle était venue me voir pour se rassurer que réellement, j'ai rentré. Et elle a insisté à ce que je ne passe même plus une nuit là-bas et que je rentre. Et maintenant, c'est lui qui est allé payer mon billet. Il ne connaît pas le Congo. Je lui ai expliqué que je suis de Goma. Alors, lui, en arrivant là-bas à l'agence, il me demande « Which Congo ?» Congo Brazzaville ou Congo Kinshasa. Je lui ai dit non, Congo Kinshasa. Il a acheté le billet de Kinshasa. Bon, à maintenant le billet, je lui ai dit non, tu m'achètes le billet de Kin, moi je suis de Goma. Parce que quitter Kin jusqu'à Goma, ça va me demander encore de moyens. Alors il a essayé un peu d'appeler des correspondants, les bailleurs au niveau d'ici. Ils lui ont dit que non, qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle arrive d'abord à Kinshasa. À partir de là, on verra comment la prendre à charge jusqu'à Goma. Donc, c'est comme ça s'est passé. Et le maître avocat a payé mon billet. C'est maintenant, il est venu me récupérer là où j'étais. On est parti avec lui à l'aéroport. Il a fait toutes les formalités pour moi. Et c'est là qu'il m'a embarqué dans l'avion jusqu'à ce que j'arrive à Kinshasa. Et de Kinshasa jusqu'ici, il n'y a pas eu encore de problème? Bon, en arrivant à Kinshasa, il y a la Lucha qui était venue me voir. Mais donc, il y a aussi Human Rights Watch qui était venu. Il y a aussi Médecins sans frontières qui était venu.
Bon, j'ai vraiment réussi des assistances psychosociales, tout ça. En plus, il y a quelqu'un qui m'a dit que non, que je ne fasse pas d'abord des déclarations, parce que ce genre de trafics peuvent être triqués par certaines personnalités. Alors, si j'essaie un peu de dévoiler leurs secrets, je risque d'être poursuivi. Il faut d'abord qu'ils me garantissent la sécurité. Bon, je leur avais dit, d'accord, dès que vous serez prêts, vous reviendrez vers moi pour que je donne témoignage. Alors, j'étais vraiment sécurisée. J'ai resté dans un hôtel de Kinshasa. Je n'avais pas vraiment de visites. Combien de temps? Je fais à Kinshasa. Dans l'hôtel, je fais 2 semaines là-bas. Après, je suis allée voir les psys. Après les psys, j'ai fait des examens médicaux au niveau de Kinshasa. Après, j'ai fait un témoignage au niveau je ne sais pas si c'est le barreau national des avocats, des histoires comme ça. Parce qu'il y avait des avocats même qui me suivaient au niveau de Kinshasa. Parce que je leur avais dit que non. J'ai laissé là-bas d'autres Congolaises, des gens de Goma, de Bukavu, de Kinshasa qui étaient là et qui avaient besoin de l'aide. Alors, je devrais partager mon témoignage à la télé. Alors, on devrait d'abord me sécuriser, donc me garantir la sécurité si je ne serais pas en danger. Alors, je suis allée à la télévision passer le témoignage. J'étais avec des gens de l'ANER, j'étais avec la police, j'étais avec la Lucha, Human Rights Watch, et un familier et un maître avocat. Alors, je passais le témoignage. Après, je suis rentrée, on m'a changé d'hôtel jusqu'à ce que j'ai fait 1 mois. Après 1 mois, j'ai intégré maintenant la famille d'accueil. Bon, oui, si vous allez dans la famille d'accueil, je suis restée là. Et maintenant, au niveau d'ici à Goma, la famille a décidé que je reste un peu à Kinshasa. Parce que les gens là qui nous ont vendus, si je peux le dire, s'ils savaient que je revenais, déjà ils étaient dans l'insécurité, ils savaient que j'allais le dénoncer, ça, ils seraient poursuivis. Alors ce qui n'était pas aussi bon pour ma sécurité. Alors l'un d'entre eux avait déjà fui vers Kalemi. Celui de Nairobi aussi avait fui parce on l'a cherché à Nairobi. Il a été vraiment introuvable parce que j'ai donné même l'adresse où il restait, le numéro de l'immeuble, les quartiers. On est allé les chercher. Apparemment, il avait déménagé et lui et sa famille. Alors la famille avait décidé que je reste un peu à Kinshasa le temps que les choses se calment. Et je leur avais défendu de continuer les procès parce que ça, c'était en fait me mettre en danger. Parce que si ces réseaux-là, il est constitué de plusieurs personnes et qu'on arrivait à mettre la main sur 2 ou 3 d'entre eux, les restes chercheront à faire l'autodéfense, quoi. Ce qui devrait m'insécuriser. C'est comme ça comme l'histoire s'est passée. Et psychologiquement, est-ce que c'était facile pour toi, avec des amis, de vivre encore une fois de plus cette ambiance-là quand vous êtes arrivé à Goma? Est-ce qu'il n'y a pas eu de clichés qui étaient peut-être lancés contre toi? Ben, les clichés ne devraient pas manquer parce que d'abord, quand on faisait la vie des recherches, par exemple sur Facebook, sur des réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout ça, bon, il faut lire les commentaires des gens. Il y a ceux-là qui disent que non, cette personne-là, elle est déjà vendue. Apparemment, on l'a enlevé des organes. Les autres disaient que non, là, elle devient, on va la rendre prostituée. D'autres, chacun faisait son commentaire, quoi. D'autres même se moquaient de nous. Oh, bon, en Swahili, on disait que non, mon appel vous aimez aller à l'étranger et voici que non, vous êtes pris au piège, tout ça. Alors les clichés ne pouvaient pas manquer. C'était un peu difficile de se réintégrer parce que tout le monde pensait déjà que non, on avait été abusé sexuellement, on avait plus de la valeur aux yeux de certains. Il y a même ceux qui nous fouillaient, il y a même ceux qui nous le disaient en face, que non, bon. En fait, ça nous avait affecté, quoi. Même quand j'étais rentrée, j'avais fait des semaines sans parler. Oui, non, 1 semaine et demie, sans parler aux gens, à part le maître avocat et l'un de Human Rights Watch et la famille aussi, mais je ne parlais pas aux gens, je ne voulais pas voir les gens. J'ai fait 3 jours sans sommeil. Oui, j'ai fait 3 nuits blanches parce que je n'y arrivais même pas à y croire, je ne m'y attendais pas. Donc, je me disais, est-ce que ce mois pas? Je n'étais pas sûre que j'étais sortie de cet enfer. Alors, il m'a fallu 3 jours pour que j'essaie un peu de reprendre le rythme normal. Même le corps aussi avait déjà changé de rythme. Même manger, c'était un peu difficile. Donc, c'était ça. Et aussi, les amis là que vous avez rencontrés là,
par exemple, donc vous n'avez plus de nouvelles de ces gens-là? Bon, quand j'ai rassuré aux amis que moi, qu'il pleuve, qu'il neige, je vais rentrer, certains croyaient que c'était de la blague, mais d'autres y croyaient. Et ceux qui y croyaient m'avaient partagé les coordonnées de leur famille pour que je dise à leur famille que non, vos enfants sont encore en vie, malgré que vous avez fait... Parce qu'il y a même Lynn qui avait fait 8 mois sans communiquer à sa famille. Peut-être que la famille la croyait déjà morte. Alors je leur avais demandé les coordonnées de leur famille, les numéros WhatsApp, des comptes Facebook, pour que quand je rentre, quand j'arrive au pays, que je puisse leur partager les nouvelles de ces enfants, donc de leurs enfants, quoi. Alors pour certaines, on continuait à causer parce que je leur avais laissé mon numéro WhatsApp. Je leur disais, si vous avez l'occasion, si vous trouvez un téléphone, vous pouvez me contacter sur ce numéro. Si je rentre, je pourrais faire de mon mieux pour que je vois si vous pourriez aussi rentrer. Alors quand j'étais rentrée, j'ai essayé un peu de partager l'expérience avec les gens des droits de l'homme et je leur avais donné quelques indications pour qu'ils puissent retrouver certaines d'entre elles. Et après, moi, j'ai aidé 4 qui sont déjà rentrées, une du Congo, une autre, deux de Côte d'Ivoire et une de Sierra Leone. Ok, merci beaucoup pour cette histoire, mais c'est une histoire triste, mais bon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Avant de nous quitter, n'oubliez pas à vous abonner, à liker nos vidéos, sans oublier aussi y apporter un commentaire.